Je propose de passer directement au troisième panel qui est consacré au CETA dans le contexte de la crise du commerce mondial et de la recherche de nouvelles voies, et de prendre toutes les questions éventuelles à la fin de ce troisième panel, pour lequel nous avons le plaisir d'accueillir Mario Tello, professeur à l'ULB, président émérite de l'Institut et professeur à l'Université Luis Guido Carli à Rome, et la professeure Michelle Rioux, professeure à l'Université de Montréal. Mario Tello, à vous la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici, participer à cette table ronde, et je vais focaliser mon intervention en particulier sur un sujet qui a été déjà évoqué depuis le premier panel par Sapir et De Bloch, c'est-à-dire la question du rapport entre l'acquis du CETA, les questions qu'il est ouvertes, et la perspective multilatérale globale. Je vais focaliser sur cet aspect parce que le multilatéralisme est un grand danger, comme le disait Sapir, et la question est que, comme le disait l'ambassadeur, c'est une valeur commune, la coopération multilatérale, que nous pouvons défendre en utilisant peut-être l'acquis du CETA pour mettre en valeur certaines procédures et certaines perspectives. J'essaierai d'être court parce que j'aimerais entendre Madame Mariou et aussi Monsieur Kirullo de la DG Trade. Mais d'abord, je dois dire que ce n'est pas du tout pour diplomatie que ce dialogue scientifique multidisciplinaire de qualité et de longue durée, 20 ans de dialogue entre les communautés de recherche européennes et canadiennes, est bien représenté dans ce workshop où participent l'Université de Montréal et de Laval. Et c'est une collaboration qui se concrétise non seulement dans des programmes de recherche et de doctorat en commun, le programme GEM, mais a construit pendant des années une véritable accumulation de connaissances et de convergences sans égales, grâce aux sensibilités culturelles, sociales, environnementales, aux valeurs très proches qui ont été évoquées par l'ambassadeur au début. Donc, merci beaucoup pour avoir relancé cette coopération en un moment particulièrement difficile pour les relations transatlantiques et pour le commerce mondial. Je dirais que malgré, nous n'avons peut-être pas construit une analogie de l'utilisation des acronymes, mais quand même, ce qui est important, nous avons construit un langage commun. Je rappelle ces trois réalisations. Nous sommes d'accord sur l'importance du régionalisme et de l'interrégionalisme dans les relations commerciales internationales, et ça c'est l'acquis du premier livre que j'ai évoqué. Dans le deuxième, nous avons mis en exergue les similarités et les diversités entre le CETA et le TTIP au niveau de la substance et de la qualité des négociations que De Bloch a évoquées. Et troisièmement, grâce à l'initiative de Montréal et avec la présence aussi de M. Houillet de Laval et d'autres, nous avons le colloque Génération TAFTA, qui est vraiment une référence essentielle pour l'approfondissement de ce nouveau type d'accords commerciaux. Et donc, nous avons un acquis, une accumulation très importante de ce point de vue. Alors, les deux questions sur lesquelles j'attire l'attention sont les suivantes. Est-ce qu'il s'agit d'un cas isolé ou bien il s'agit d'un composant, d'un inspirateur, d'une vague d'accords commerciaux de deuxième génération? Je ne sais pas pourquoi De Bloch dit troisième, il va m'expliquer. Ça, c'est un point à discuter. Je dis deuxième génération parce que, contrairement à ceux d'il y a 20 ans et avant, ils ne sont pas uniquement focalisés sur le premier point évoqué par Sapir, c'est-à-dire la libéralisation. Il y a la régulation, comme l'a dit très bien De Bloch et tous mes partenaires qui m'ont précédé. Et le concept d'interconnexion, le concept d'accord régulateur sont des références essentielles pour ce type d'accord. Et deuxième question, à quelles conditions on pourrait faire de ces accords
interrégionaux, et certaines à la Commission les appellent bilatéraux, un levier pour un redémarrage de la négociation multilatérale qui nous est à cœur à tous. La première question, j'irai très vite, ne peut qu'avoir une réponse positive. Parce que si on fait une analyse comparée au niveau mondial, on assiste à une dynamique proactive de l'Union européenne qui, en partie, peut combler le vide laissé par le retrait des États-Unis de plusieurs scénarios mondiaux, l'Asie-Pacifique et l'Amérique latine en particulier. L'accord avec la Corée avait déjà été signé, mais était déjà en ce sens. Mais je suis d'accord avec Denis que l'accord de CETA peut être considéré un étalon d'or dans le sens qu'il a ouvert une vague, toute une vague d'accords, celui avec le Japon que nous avons étudié dans cet institut en 2017, celui avec le Vietnam, celui dernier avec le Mercosur qui a fait l'objet aussi d'études dans cette maison, celui avec le Mexique, et ceux qui sont en négociation avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Union africaine, et bien entendu celui qui nous préoccupe, le prochain accord avec le Royaume-Uni. On parle beaucoup du CETA comme référence dans l'accord prochain avec le Royaume-Uni. Donc c'est vraiment, certains disaient paramount, certains disaient étalon d'or, mais c'est une référence certainement importante. Et la négociation avec la Chine d'un Comprehensive Investment Agreement en cours, de difficiles conclusions, et nous avons ici M. Kirullo qui est en train de travailler. Donc, bilan positif, oui, bilan positif parce que il s'agit d'accords qui présentent un agenda extrêmement inclusif et complexe, incluant des standards beaucoup plus élevés que dans le passé, et les sujets du Sustainable Development qui sont essentiels pour ce qu'on appelle les valeurs européennes et les valeurs canadiennes. Et cohérent avec le traité de Lisbonne, le Comprehensive Approach à la politique étrangère, et cohérent avec le paper de Mme Malmström de 2015, Trade for All. Donc, mais là, je vais soulever un bémol important qui a été évoqué par les juristes qui ont donné une contribution très importante, c'est-à-dire la querelle CETA-AG a eu peut-être des conséquences positives, mais a eu aussi une conséquence négative, sur laquelle j'attirerai l'attention parce que c'est l'héritage problématique. L'héritage problématique parce qu'il a distingué les accords sur les investissements des accords commerciaux. Et pour les accords sur l'investissement, c'est inévitable d'avoir des accords mixtes, et des accords mixtes qui sont sujets dans la phase actuelle de crise économique et sociale, à une hyperpolitisation populiste. Et la conséquence, c'est ce qu'à la Commission on appelle le unpacking, c'est-à-dire le déballage. L'inévitable distinction stratégique entre les accords qui porteront sur le commerce et les accords sur l'investissement, ce qui n'est pas idéal. Donc là, c'est l'héritage sur lequel je mettrai un bémol. Pour les accords mixtes, le défi majeur reste ouvert, comme l'a dit M. Houillet et tous ceux qui ont attiré l'attention sur le caractère problématique de la ratification. Non seulement en Belgique, où il faut 9 ratifications, 9 ratifications, mais en Allemagne, en Italie, même si je suis plus optimiste après le changement du gouvernement, mais c'est là aussi. Et en France, toute la bagarre qu'il y a eu en France à l'Assemblée des représentants, à l'Assemblée nationale. Donc, la deuxième question, impact sur le multilatéralisme global, je serai très court. La crise du WTO-OMC est profonde et nous inquiète, tant les Canadiens que les Européens en premier lieu, parce que nous sommes des défendeurs du WTO-OMC. Mais elle nous inquiète parce que les États-Unis ne sont plus intéressés, malheureusement. Et ça risque d'être une tendance bipartisane aux États-Unis. Et d'autre part, la Chine apparemment est intéressée, mais de facto défend le statu quo, parce que le WTO lui convient tel qu'il est. Et alors que le WTO nécessite effectivement des réformes. Alors, le côté positif est que le CETA-ASG indique la voie en faveur du multilatéralisme, un agenda beaucoup plus inclusif qui aborde les questions qui étaient en suspens dans le Doha Round. Je rappelle la digital economy, les services et d'autres questions du sustainable development, très important. Et deuxièmement,
la question soulevée par Marianne Donny est essentielle. On fait des pas en avant au-delà de ce qu'était l'ancienne ISDS pour un nouveau système de régulation des conflits entre privés et États, entre investisseurs et États. Et j'appelle l'importance de ces points est essentielle. L'initiative de l'Union européenne appuyée par le Canada au niveau des Nations unies, de l'UNICITRAL, pour établir vraiment une nouvelle cour multilatérale permanente, faite de professionnels pour réglementer ce deuxième type de conflit entre États et investisseurs. C'est vraiment important. Et ce qui manque, ce qui est le point faible, c'est le pendant des accords stratégiques évoqués par Houillet entre les États et l'Union européenne, parce qu'on fatigue terriblement à transformer ces accords en un renouvellement profond du multilatéralisme. Et je vois en 2020-2021 les années cruciaux, des années fondamentales pour décider quel sera l'avenir de la global governance. Je suis d'accord avec De Bloch sur le fait que la variable États-Unis est essentielle. On risque d'avoir un Trumpisme sans Trump ou avec Trump. Est-il possible d'avoir un changement profond? Parce que le poids des États-Unis au niveau de la négociation globale est essentiel. Le deuxième, est-ce que le Canada et l'Europe pourraient renforcer la pression vers la Chine pour un accord avec l'Union, mais aussi au niveau des réformes partielles du WTO? Et dernièrement, le bon fonctionnement des accords, la ratification, la connaissance des accords, comme le disait Sapir, par les acteurs économiques européens et canadiens est essentiel pour leur succès. Et enfin, la légitimité. Le grand héritage de ces 10 ans de débat est que la légitimité est incontournable. Et pour renforcer la légitimité de ces accords au niveau de l'opinion publique européenne, il n'y a que la relance de l'économie européenne qui est essentielle. Donc, l'interconnexion avec la crise inévitable après le Covid. Si le plan de relance très courageux de l'Union européenne et de la BCE ne parviennent pas à relancer l'économie européenne, je pense qu'il y aura des difficultés énormes parce que les tentations populistes et extrémistes vont se renforcer dans notre continent. Et alors, ce ne sera pas seulement le CETA qui sera menacé, mais je pense tout accord de type interrégional ou multilatéral. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Mario Tello. Je passe la parole à Michel Vieux, professeur à l'Université de Montréal. Merci à tous. Merci pour cette belle organisation. Malheureusement, c'est impossible d'être chez vous maintenant, mais en tout cas, c'était quand même apprécié, cette organisation de cette webconférence. J'en profite pour saluer tous mes collègues et franchement, c'est très instructif. Chacun apporte vraiment beaucoup à la discussion. Pour ma part, je vais parler donc du regard prospectif sur le commerce progressiste et la ECG, l'enjeu du travail, le chapitre 23 et ses suites. Donc, je crois que tout le monde a abordé cette question donc d'un accord qui est à la fois innovant et aussi un accord qui est évolutif. Et je pense que c'est tout l'intérêt de cet accord pour des universitaires comme nous, mais aussi pour, je dirais, le commerce international qui a besoin de règles qui s'adaptent au changement. Je pense que c'est un défi que la ECG peut bien relever, mais il reste beaucoup d'enjeux et notamment, je veux revenir sur un élément qui a été souligné par tous à peu près, c'est-à-dire que cet accord est un peu, je dirais, en plein milieu de l'océan, c'est-à-dire entre les deux continents qui ont quand même eu des trajectoires commerciales très différentes. Et j'en profite pour dire que je vais vraiment aborder spécifiquement le chapitre 23, mais il faut aussi retenir que il y avait sur cette question beaucoup de coopération entre les pays du Nord, les États-Unis, l'Europe, le Canada et aussi d'autres, j'en passe, je les nommerai pas, mais il y avait ce qu'on appelait le groupe d'amis de la clause sociale et ça fait longtemps, même
dans l'agenda qui a suivi donc la création de l'OMC. Cette question avait toujours été là sans qu'on puisse vraiment la régler. Mais ça n'a pas empêché les pays qui voulaient développer donc ce type de régulation qui fait partie plus généralement de ce qu'on pourrait appeler une gouvernance globale du travail, donc de développer des instruments. Et je pense que le chapitre 23 est intéressant parce que c'est un des premiers, sinon le premier, accord qui est signé entre deux entités dans le Nord, dans pays développés. Donc, on ne peut pas nécessairement conclure que d'avoir des clauses sociales, c'est finalement de l'impérialisme juridique ou du protectionnisme déguisé. Donc, je pense que c'est une belle opportunité de coopération réglementaire sur la question sociale. Tout le monde l'a mentionné, surtout dans la COVID, il va y avoir des enjeux très importants. Donc, je pense que c'est tout à fait important de s'attarder un peu à ce chapitre qui fait partie donc d'un plus grand chapeau sur le commerce et le développement durable avec donc un chapitre 22 qui aborde généralement la question de la coopération, des obligations, et ensuite le chapitre travail et le chapitre sur l'environnement. Donc, je vais me porter simplement sur l'enjeu du travail pour exclure les autres. Je ne sais pas comment changer Ah, d'accord, c'est ici. Alors, je vais développer, donc c'est une rencontre pour moi, la ECG à ce niveau-là, sur la question du travail, c'est une rencontre de deux modèles en matière de gouvernance du travail liés aux accords commerciaux. Comme je le disais, il y avait eu plusieurs coopérations de ce groupe d'amis de la clause sociale et il y avait quand même une fracture qui est toujours là, donc sur la conception du mécanisme de mise en œuvre d'exécution et sur la question du règlement des différends. Et là, on peut voir que le modèle nord-américain continue à se développer dans une trajectoire fort différente de celle qui est prise par la ECG. Je vais y revenir tout à l'heure. Sur la question des obligations, je pense que c'est tout à fait important de mentionner que comme le PowerPoint le mentionne, le chapitre 23 sur le commerce et le travail, donc engage au respect des normes du travail définies par l'Organisation internationale du travail. Donc, depuis l'émergence de ces accords commerciaux qui lient commerce et travail, on a vraiment une référence de plus en plus importante à l'Organisation internationale du travail et aux conventions. Et je vais mentionner simplement que le Canada a donc accepté l'approche européenne, c'est-à-dire de mentionner spécifiquement les conventions fondamentales de l'OIT et plusieurs autres d'ailleurs, et d'inclure une obligation de ratification. Certains ont dit que ça a porté le Canada, ça a mené le Canada à ratifier des conventions par la suite, mais en fait, le Canada avait déjà l'intention de le faire. Donc, en conclusion, la plupart des observateurs vont dire qu'il n'y avait pas vraiment d'impact parce qu'il y a une belle entente au niveau des obligations depuis des années. Donc, à ce niveau-là, on peut dire qu'il y a un pont transatlantique très, très fort sur le plan normatif. Donc, on reconnaît le droit de chaque partie à légiférer et les parties ne peuvent ignorer ou abaisser les normes de travail en vue de stimuler le commerce. Donc, il y a une partie, je dirais, qui est plus morale, mais il y a aussi une question de concurrence loyale pour ne pas abaisser les règles pour faire des gains commerciaux. Ce qui est plus compliqué, c'est la question du mécanisme qui est établi pour garantir que les deux parties mettent en œuvre les dispositions du chapitre. Comme on l'a mentionné, plusieurs l'ont mentionné, il y avait eu tout un débat autour de la relation investisseur-État et ça a débouché sur ce qu'on a appelé l'instrument interprétatif et la compréhension du Canada par rapport à cet instrument, c'est qu'il y avait je dirais un engagement pour renforcer donc les mécanismes qui doivent mener à, je dirais, l'application et le règlement des différends s'ils venaient qu'à survenir, donc dans le cadre de la ECG. On peut dire que depuis le début,
Donc, je vais simplement aussi mentionner, avant d'aborder les questions plus de conflits qui demeurent, il y a quand même une belle coopération. Donc, je le mentionne en vertu de l'article 23.7, donc la question des activités de coopération. On note que Canada and the EU carried out a mapping of their labor initiative, including support of the current ILO projects, to identify systematic ways, synergies, and areas of potential joint cooperation avec des pays tiers, donc in third countries, notamment avec le Pérou, le Vietnam. Et il y a eu un workshop, un atelier sur le thème Collective Bargaining and Future of Work. Il y a aussi la question du forum civil, de la société civile. Donc, il y a eu quand même des rencontres. Mais encore là, même si c'est quelque chose de très, je dirais, innovateur, on peut voir que la conception de ce fonctionnement, de ce forum de la société civile est très divergente de part et d'autre. Je pense que ça correspond justement à des pratiques qui étaient gouvernementales sur la consultation des parties qui est fort différente, malgré qu'il y a un effort présentement pour harmoniser et, je dirais, faire fonctionner ce forum de la société civile. Il y a donc aussi les conseils consultatifs sur le plan national, donc qu'on appelle les DAG, les Domestic Advisory Groups, qui se sont rencontrés. Mais encore là, il y a des divergences notables sur la question de la composition de ces groupes. Par exemple, au Canada, il y a les experts, donc les experts comme les universitaires qui font partie donc de ce groupe, tandis que en Europe, ils sont exclus et ça posait notamment problème à la première rencontre où les experts universitaires ne pouvaient pas entrer dans la chambre, dans la salle. Alors, pour finir, je vais plutôt regarder ce qui fait plus, je dirais, objet pas de dispute, mais je dirais, de conflit d'interprétation. Alors, c'est vraiment au niveau des mécanismes institutionnels. On voit quand même, là, je ne vais pas lire tout ça, c'est là pour ceux qui voudraient aller plus loin, mais ce qu'il faut mentionner, c'est que, mis à part donc un mécanisme de consultation qui mènerait éventuellement à un groupe d'experts, ensuite, s'il n'y a pas, je dirais, de consensus ou de suite ou d'action du partenaire pour tenir compte des recommandations, il n'y a pas véritablement donc d'autres mesures. Et le Canada a toujours fait des pressions ou des consultations avec l'Europe pour justement faire en sorte que l'on dote ce chapitre de mécanismes beaucoup plus forts donc pour assurer sa mise en œuvre qui pourrait aller justement vers des sanctions commerciales, voire des sanctions monétaires. Donc, c'est une question qui est, je dirais, une fracture et qui complique, qui amène beaucoup d'incertitudes par rapport à un sujet qui, autrement, sur le fond, sur la question des principes, fait quand même consensus de part et d'autre de l'Atlantique. Et je pense que la solution canadienne qui semble favoriser non pas un règlement des différends similaires, parce que vous le savez, en Amérique du Nord, on a maintenant un chapitre sur le travail qui fait appel au même règlement des différends que le reste de l'accord. En fin de course, malgré les particularités donc de ces chapitres et de leur fonctionnement et de leur mise en application. Donc, la proposition du Canada, ce serait de voir à ce que, suite aux recommandations des groupes d'experts, qu'il y ait, lorsqu'il reste encore des conflits, qu'il y ait un processus de médiation. Alors, c'est là qu'on en est. Je pense que le chapitre donc 22 sur le commerce et le développement durable, c'est un chapitre qui est innovant, qui est lié à 2 autres accords, qui met en place donc des institutions qui ont beaucoup d'avenir, mais qu'il reste beaucoup d'incertitudes quant à cette rencontre finalement de 2 modèles qui visent à lier donc le respect des règles en matière de normes du travail et les règles commerciales d'accès au marché. Alors, je m'arrêterai ici. Je vous remercie. Si vous voulez aller plus loin, j'ai listé quelques-unes des publications qui pourraient vous permettre de le faire. 5 minutes, c'est peu. Merci beaucoup.
Effectivement, 5 minutes, c'est peu, mais c'était très riche et complet, un peu rapide, effectivement. Merci beaucoup, Michel Rieu. Nous ouvrons maintenant le débat. Donc, n'hésitez pas à lever la main pour prendre la parole. Tout d'abord, Marco Chirulo, vous êtes avec nous? Ensuite, André Sapir. Oui, vous m'entendez? Oui, bonjour. Donc, Marco Chirulo de la Direction générale commerce de la Commission européenne, négociateur en chef adjoint de l'accord de partenariat économique Union européenne-Japon. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette discussion. Bonjour à tout le monde et merci beaucoup pour cette opportunité d'écouter des intervenants prestigieux et j'ai entendu avec grand intérêt tout ce qui a été dit. Et je dois dire que malheureusement, j'ai perdu juste la première partie. Donc, mais tout ce que j'ai entendu était non seulement très intéressant, mais en général, je suis assez d'accord avec tout ce que j'ai entendu, notamment juste quelques commentaires à titre personnel, mais bon, avec le bagage de négociateur et de responsable de la mise en œuvre de l'accord avec la Corée et le Japon et les négociations avec la Chine. J'ai trouvé plusieurs commentaires très pertinents, notamment lorsque le professeur Ouellet a parlé du fait que l'accord à ECG est un chantier. Eh ben, moi, je suis d'accord et je pourrais étendre ce commentaire à la plupart, voire à tous les accords bilatéraux qu'on a négociés, qu'on met en œuvre, parce qu'ils ont tous une machine institutionnelle importante. Si je pense à la Corée, il y a quand même 17 comités qui se réunissent chaque année. Donc, si vous faisiez le calcul, on se voit avec les Coréens plus qu'une fois par mois, voire 2 fois par mois en général. Et ceci permet d'entamer un dialogue permanent. Il y a pas mal d'aspects qui sont une question de mise en œuvre dans le temps, les marchés publics, les mesures sanitaires, phytosanitaires, toutes les aspects liés au commerce de développement durable et la coopération réglementaire. Ce sont par définition des efforts de mise en œuvre de longue durée. Et la Corée, à nouveau, c'est un bon exemple. On vient de lancer l'année dernière une procédure de règlement des différends en matière de commerce et de développement durable dans le domaine des droits des travailleurs. Et c'est ceci 9 ans après l'entrée en vigueur de l'accord. Donc oui, je suis absolument d'accord qu'on doit voir la mise en œuvre de ces accords comme un chantier. Et ça, c'est en fait un aspect important parce que ça permet d'avoir un dialogue permanent qui crée des liens et que si l'on voit maintenant, et ça relie à ce que le professeur Tello était en train de dire en matière de multilatéralisme, lorsqu'on a un accord, on n'a pas seulement une harmonisation tarifaire et en termes de règlement et de standards qui est utile en fonction du travail au niveau multilatéral, mais on a ce dialogue permanent qui rapproche les deux parties. Pensons maintenant à tout ce qu'il faudra. On est en train de faire dans le contexte du Covid. Le dialogue qu'il faut développer avec nos partenaires, la première tendance qu'on a entendue tous, c'est de renfermer les marchés, de couper les chaînes d'approvisionnement, d'être presque autonome, tandis que la vraie solution, forcément, ça sera d'avoir des chaînes d'approvisionnement résilientes qui, pour l'être, devront compter sur plusieurs partenaires. Et c'est là que le dialogue avec nos partenaires avec qui on a des accords devient fondamental. Avec le Canada, c'est, je dirais, plus facile dans le sens qu'on parle d'un partenaire avec lequel il y a une affinité de valeurs et d'intérêts qui facilite d'un certain point de vue ce dialogue. Je pense à la réforme de l'OMC, l'effort du Canada dans le Ottawa Group, par exemple. C'est un exemple très clair de ce point de vue-là. Et la dernière chose sur laquelle je voulais faire un commentaire, à nouveau, c'est le point sur le bémol identifié par le professeur Tello, qui est un vrai sujet du point de vue de la politique commerciale européenne.
parce que on peut dire qu'on a un peu sacrifié la politique d'investissement au débat politique un peu qui est parti dans tous les sens sur la question des investissements. Donc on a maintenant une division qui a permis de régler de façon temporaire le problème politique. Mais au même temps, on a, et c'est le cas aussi maintenant pour le Japon, on a des accords sans la partie investissement. Et il n'est pas clair quand ces accords sur la partie investissement pourront être soit négociés lorsqu'ils ont été agréés, quand est-ce qu'ils rentreront en vigueur. Donc il y a là effectivement, je pense, un point d'interrogation pour l'avenir. Est-ce que l'Union européenne peut vivre sans une vraie politique d'accord de protection des investissements dans le monde actuel? Et qu'est-ce qu'il faudra faire? Bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je pense que c'est un point d'interrogation que l'accord AECG et celui avec le Japon qui est venu après, mais on pourrait dire la même chose pour les accords avec le Vietnam et Singapour. Et ceux qui viendront plus tard, est-ce qu'il y a quelque chose à revoir? À nouveau, là, je parle à titre personnel, pas au nom de la Commission européenne, mais plutôt en fonction de mes expériences sur le terrain, disons. Et donc, je m'arrêterai là. Et encore merci pour autant d'interventions très inspirantes. Merci beaucoup, Marco Chirulo. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous, d'autant plus que vous êtes depuis très peu de temps collaborateur scientifique de notre Institut d'études européennes. Et puis ensuite, nous avons une question du professeur Prince, donc, qui est adressée à Marianne Doni. De quels moyens dispose la Cour de justice de l'Union européenne pour s'assurer que le système juridictionnel prévu par le CETA pour régler les différends en matière d'investissement respecte le cadre qui lui a été défini par le traité CETA et l'instrument interprétatif? Voilà, Marianne Doni, une question pour toi. Une question qui met précisément en lumière les grandes difficultés, puisque quand j'ai parlé dans mon exposé que certains avaient dit que la Cour de justice était naïve, c'est précisément parce que il n'y a rien comme mécanisme juridiquement qui soit prévu. Alors, certains envisagent qu'éventuellement, s'il y avait des décisions d'une juridiction arbitrale qui devrait faire l'objet d'une mise en œuvre par un tribunal national, que le tribunal national, quant à lui, serait tenu par l'interprétation donnée à la Cour et que donc des dommages et intérêts auxquels un État aurait été condamné ne pourraient pas être mis à exécution. Mais évidemment, la grande difficulté, c'est qu'à partir du moment où on dit que c'est un système totalement extérieur au système de l'Union européenne, on fait quelque part un pari sur le fait que l'interprétation telle que la Cour de justice l'a donnée sera une interprétation qui sera partagée par ces tribunaux d'arbitrage. Mais je dis, c'est un pari et il n'y a aucun moyen véritablement opérationnel que pourra avoir la Cour de justice si jamais, eh bien, les arbitres n'allaient pas dans le même sens que ce que la Cour a dit et n'interprétaient pas l'accord CETA de la même manière que la Cour l'a interprété, et donc ne considère pas qu'il y a les mêmes garde-fous que ceux que la Cour a identifiés. Merci beaucoup, Marianne Doni. Christian Debloc, vous souhaitez intervenir? Juste, merci, Président. Juste une réponse courte à Mario Tello, puisqu'il m'a posé la question sur les accords de troisième génération. En fait, professeur Tello, c'est que je distingue les trois grandes vagues d'accords. Les accords d'intégration de type communautaire, c'est le modèle européen, c'est le modèle d'Amérique latine dans le temps. La deuxième vague, c'est les modèles d'intégration de type contractuel, un contrat. Et ça, c'est le modèle de l'ALENA. Et la CEUM aujourd'hui, qui va dans la même direction. Et le troisième modèle, c'est le modèle que j'ai appelé les modèles d'interconnexion et qui repose sur des formules notamment évolutives, ça a été souligné, partenarial, c'est quand même assez original et ça, je pense que c'est des points importants. Donc, c'était juste une précision pour mon collègue et ami Mario Tello.
Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole, d'autres interventions, questions, commentaires? Bonjour, Madame la professeure. Bonjour. Alors, Pierre-Luc Desgagnés, je suis le délégué général du Québec à Bruxelles. Je voudrais simplement prendre la parole rapidement pour d'abord féliciter les 3 professeurs qui représentent 2 grandes universités québécoises qui ont fait des présentations de très, très grande qualité. Et remercier à cet égard-là. C'est d'ailleurs significatif que ce soit de grandes institutions québécoises qui sont interpellées dans le cadre de ce débat-là. Et je vais me permettre une question fort rapide pour le professeur de Bloch, qui est celui qui a évoqué très rapidement, et je me replace à 5000 mètres, très rapidement l'intérêt que pouvait représenter pour le Québec, dans le cadre des négociations de la ESCG, de se tourner vers l'Europe, dans un cadre où il y avait un certain virage vers le Pacifique. Alors peut-être, professeur de Bloch, surtout dans le contexte actuel, peut-être nous expliquer pourquoi vous jugiez stratégique le fait de regarder plutôt vers l'Europe alors qu'il y avait un certain virage vers l'Asie. Merci. Monsieur le professeur de Bloch. Oui, merci pour les questions. Ça nous remonte assez loin quand même. Oui, il y avait une raison très importante parce qu'à ce moment-là, on voyait bien les échanges avec le Canada, avec les États-Unis se détendre, hein, se réduire. Et surtout, disons que l'intérêt pour les États-Unis était beaucoup moins vers le Canada, et en particulier le Québec ou d'autres provinces également, mais plus vers le Pacifique. Donc, le Québec avait d'une certaine façon, je pense, à l'époque, une crainte légitime de voir les États-Unis non seulement se détourner du Canada, mais également aussi se détourner de l'Europe. On a évoqué les négociations transatlantiques, mais disons que les négociations transatlantiques, c'est une demande européenne suite justement au virage pris par les États-Unis pour le TPP. Et donc, je pense que c'était tout à fait légitime, mais pour des raisons également historiques, les liens importants entre le Québec et l'Europe, et je rappellerai d'ailleurs, monsieur le délégué général, que vous savez comme moi, le rôle extrêmement important qu'ont joué le premier ministre du Québec, Jean Charest à l'époque, et le président français Sarkozy dans le lancement de ces négociations. Parce qu'il a fallu convaincre aussi bien Bruxelles que Ottawa de l'intérêt d'une négociation. Aujourd'hui, on dit que c'est un accord novateur, un accord important, mais il fut un temps où, bon, il y avait quand même certains scepticismes. Et encore aujourd'hui, je pense que c'est un accord qui mériterait d'être encore plus valorisé, surtout, disons-le, vu les difficultés qu'on éprouve avec les États-Unis. C'est sûr que Trump n'est pas éternel, heureusement, disons, mais il y a quelque chose quand même qui s'est cassé dans nos relations avec les États-Unis. Le manque de confiance, et qui s'est cassé aussi au niveau multilatéral. On a pour la première fois un pays qui, dans le fond, n'hésite pas à injurier ses alliés, à remettre en question le multilatéralisme, un certain nombre de valeurs communes. Et je pense que l'importance des relations, je dirais, Québec-Europe, sont historiques. Et elles ont besoin aussi d'être revalorisées, et peut-être justement ce partenariat-là qui s'est mis en place dans le cadre de la ECG est une belle occasion justement de renforcer, mais d'aller aussi au-delà du commerce, et je pense que ça a été souligné par deux intervenants, aller au-delà du commerce, et je pense des questions comme la culture, par exemple, qui a une place importante dans l'ECG. C'est aussi la première fois qu'on reconnaît la dimension culturelle dans un grand accord commercial. Donc voilà, très brièvement, une réponse à votre question. Merci beaucoup. Et une dernière intervention rapide de Mario Tello. Merci beaucoup. Non, simplement, je voulais remercier tout le monde, mais en particulier mettre en exergue 2 éléments qui ont été très bien adressés, par exemple, dernièrement par Marco Chirullo de la DG Trade de la Commission européenne. Le premier point, c'est l'accord CETA-ASG doit être ratifié. Il faut s'engager au niveau de l'information des groupes d'intérêt, des intellectuels, des médias. Il doit être ratifié. C'est un engagement fondamental pour la simple raison que, comme il l'a dit, si un accord mixte comme le CETA, qui est de qualité excellente, et avec des amis comme les Canadiens, qui ont notre même culture, n'est pas ratifié, ça sera traumatique pour la politique commerciale de l'Union européenne en général. Imaginez-vous l'accord avec le Mercosur, le Japon et la Chine sur les investissements.
tous les accords mixtes ne seront pas ratifiés s'il n'est pas ratifié celui avec le Canada. Ça, c'est vraiment très important, extrêmement inquiétant pour la politique étrangère de l'Union européenne. Extrêmement inquiétant. Nous serons isolés dans le monde. Nous serons isolés dans le monde. Et donc, c'est vraiment de la myopie de voir, de se concentrer sur un aspect, un défaut du CETA et ignorer que ce qui est en jeu, c'est la politique extérieure de l'Union européenne dans le monde dans lequel l'instabilité est la règle. Le deuxième point très important, positif, c'est qu'il existe deux opportunités de convergence entre le Canada et l'Union européenne pour la relance du multilatéralisme. Un, c'est le groupe de Ottawa qui a été évoqué par plusieurs. Je suis content que l'ambassadeur soit là. C'est le moment de convergence entre Canada et Union européenne pour la réforme de WTO, pour presser les États-Unis, presser la Chine dans cette direction. Et deuxième, l'unicitral, pour la question du tribunal de règlement de controverses commerciales entre les privés et les États, de la création d'un tribunal permanent, d'une nouvelle institution multilatérale. Là, c'est vraiment l'occasion, l'opportunité extraordinaire que Canada et Union européenne ensemble ont pour réformer le multilatéralisme dans le sens de renforcer le multilatéralisme. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de cet échange très fructueux, très dynamique. Quand le contexte le permettra, cette webconférence sera suivie d'une conférence plus grande à une date qui sera communiquée prochainement. En guise de conclusion, je tiens à remercier encore une fois très chaleureusement à l'ambassade du Canada, à son Excellence M. Olivier Nikolov, à M. Vincent Charon, chef de la section Affaires politiques et publiques, le professeur Mariotello, qui a eu l'initiative d'organiser ce débat, tous nos intervenants académiques du Canada et de l'Institut d'études européennes, tous les membres du corps académique qui ont suivi ce débat à distance, nos invités, nos étudiants qui étaient aussi avec nous et très particulièrement Joséphine Van Caneghem et Maria Isabel Soldevilla de l'Institut d'études européennes qui ont fait que cette rencontre soit possible à la fois techniquement mais aussi d'un point de vue organisationnel. Merci à tous et à toutes et à bientôt à l'Institut. Au revoir. Merci beaucoup. Très bien.